Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco. On est à quelques jours du début du Ramadan et au-delà de l'aspect spirituel, ce mois est également la période de tous les excès en matière de consommation. De plus, dans cette conjoncture exceptionnelle, cette année, les prix des produits de large consommation ont connu une hausse bien avant le début de ce mois sacré et en cause, bien évidemment, la pandémie du Covid, mais également plusieurs années de crise économique due à la baisse des revenus pétroliers. La valeur du dinar s'est dépréciée et le pouvoir d'achat des ménages a été impacté par cette succession d'événements. Mais malheureusement, la désorganisation de l'activité commerciale n'a pas aidé, au contraire, elle a aggravé la situation, causant parfois des déséquilibres entre l'offre et la demande sur le marché national. Nous avons tous entendu le président de la République évoquer la question du pouvoir d'achat, mais également de l'approvisionnement du marché en produits et services. Il n'y a jamais eu de pénurie, c'est la spéculation qui est à l'origine des perturbations momentanées, particulièrement pour certains produits de première nécessité. Le chef d'État promet de sévir en appliquant la loi dans toute sa rigueur. Et pour parler de cette thématique et de cette soirée, nous avons avec nous deux invités qui sont présents sur ce plateau ce soir. Tout d'abord, Moustapha Zebdi, président de l'association algérienne et de l'orientation et de protection des consommateurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et puis Tarek Selloum, représentant du ministère du Commerce. Merci d'être là. Merci. Voilà, nous avons prévu d'avoir également avec nous un représentant des commerçants, en l'occurrence Tahar Hadj Boulenouar, qui est président de l'association des artisans et commerçants algériens. Mais voilà, il a eu un empêchement de dernière minute. Et nous allons tout de suite entamer le débat avec vous, monsieur Tarek Selloum. Je rappelle que vous êtes représentant du ministère du Commerce. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui est prévu justement pour aborder ce mois sacré, le mois du Ramadan, un mois où la consommation augmente, donc il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a des mesures qui ont été prises par le ministère du Commerce. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je tiens à saluer notre ami, notre partenaire, M. Zebdi aussi. Donc, dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan et pour assurer un meilleur approvisionnement pour le marché national en matière pour les produits de large consommation ou les produits agricoles ou alimentaires, donc il s'est tenu plusieurs réunions au niveau de notre ministère, par le comité de facilitation, le comité interministériel de facilitation de l'approvisionnement. Il est constitué de plusieurs représentants de plusieurs secteurs, notamment le commerce, l'agriculture, l'industrie et les organismes publics de régulation et de distribution, sans oublier le travail de concertation qui s'est fait avec l'association de protection de consommateurs APOS. Donc le dispositif a mis en place trois axes. Donc le premier axe, c'est d'assurer le suivi et l'approvisionnement du marché national par les produits de large consommation, et les produits alimentaires, les produits agricoles et la viande rouge et blanche. D'accord, de garantir la disponibilité des produits. Exactement, c'est ça. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième axe, c'est la prise de mesures en matière de régulation du marché. Et le troisième axe, c'est des mesures prises en matière de contrôle et de répression. Très bien. Pour le premier point, assurer le suivi de l'approvisionnement. Donc, je vais commencer par donner l'exemple de la poudre de lait. La consommation mensuelle de la poudre de lait, et pour les 117 laiteries que nous avons, est de 14 567 tonnes. Donc, pour ce mois de Ramadan, il a été décidé d'injecter une quantité complémentaire de 2500 tonnes. Cela afin de créer plus de disponibilité sur le marché. Je vais citer aussi la viande rouge. C'est un produit qui est trop demandé, surtout dans le mois de Ramadan, exactement. Donc la viande rouge, la consommation mensuelle de ce produit-là, elle varie entre 52 000 et 55 000 tonnes par mois. Donc aussi, il a été décidé d'octroyer des autorisations exceptionnelles pour importer une quantité de 2500 tonnes avec toutes les facilitations, en offrant toutes les facilitations administratives et bancaires aux importateurs. Donc on parle de la viande congelée. Non, ce n'est pas de la viande congelée. C'est de la viande réfrigérée. Exactement. Et c'est de la viande fraîche réfrigérée, pour être plus précis. Voilà, ce n'est pas de la viande congelée. Donc on n'importe pas de viande congelée en Algérie.
Donc pour la viande blanche aussi, je peux citer la viande blanche, la consommation mensuelle est de 59 000 tonnes 640. C'est une quantité, donc il va y avoir aussi une quantité qui va être mise sur le marché, c'est de 6,519 tonnes, est prévue par l'ONAB et va être distribuée auprès des 47 points de vente. Et là, je ne pourrais pas dépasser ce point-là aussi, le déclenchement aussi de l'opération d'apporter la viande rouge du sud de l'Algérie, notamment de la wilaya d'Adrar et de Tamen Rasset, vers le nord. Et d'ailleurs, il y a une première cargaison qui a été opérée, ça fait 3 jours de cela, d'une quantité de 11 tonnes, 110 quintaux. Et donc voilà, ça c'est pour assurer l'approvisionnement du marché national en matière Très bien. Pour ce qui est des produits maraîchers, parce qu'on a remarqué déjà avant le début du Ramadan, il y a eu une augmentation des prix de certains produits, je serais par exemple la pomme de terre. Est-ce qu'il y a aussi des actions qui vont être menées sur le terrain? On est toujours dans l'augmentation de l'offre, parce que c'est l'option choisie par le ministère du Commerce. Pour la pomme de terre, que vous avez donné l'exemple de la pomme de terre, je peux vous rassurer, à partir de votre émission, la pomme de terre, il y a un stock de 50 000 tonnes qui va être mis par l'ONILEV d'ici la semaine prochaine. Donc ça va permettre vraiment de donner de l'équilibre en matière de l'offre et de la demande. Très bien. Voilà. Bon, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. C'est un produit qui se raréfie et pourtant, ce n'est pas la production qui manque. L'huile de table, il y a eu tout un souci. Nous avons eu les explications du ministère du Commerce. Donc, ce n'est pas un problème de disponibilité. La production suffirait largement les besoins nationaux, couvre à plus de 300% les besoins. Et il se trouve qu'il y a eu un souci avec certains commerçants de gros qui ont décidé de ne pas vendre ce produit. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises sur le terrain. Est-ce que ça a commencé à donner des résultats? Je peux vous rassurer sur ce plan-là, parce que vous savez, c'est vrai qu'on a vécu une tension sur le produit d'huile. Donc il y avait une prise d'assaut de la part du consommateur sur ce produit-là, sur le marché. Donc, mais aussi rapidement, nous avons, c'est une chose qui nous a interpellés, nous avons intervenu aussi rapidement et efficacement par nos agents de contrôle et nos services extérieurs. Donc en instruisant les 16 unités de production d'huile à multiplier leur production. Et ça, c'est comme première mesure prise, voilà, c'est de multiplier leur production. De deux, c'est de passer à un autre système de vente, c'est de la vente directe entre le producteur et le détaillant. Très bien. Et on a même travaillé sur le point de créer des points de vente, des points de vente qui appartiennent aux producteurs pour vendre directement aux consommateurs. Est-ce que les producteurs sont prêts à jouer le jeu? Est-ce qu'ils le font déjà? Oui, ça a déjà commencé. D'ailleurs, si vous avez remarqué, ça s'est un peu estampé, ce phénomène-là qui avait commencé, ça fait 2 semaines ou 3 semaines. Ça commence, donc là, il y a de la disponibilité. Moi, je peux vous rassurer aussi que nous, on consomme, on produit, on consomme plutôt 48 000 tonnes par mois. Et là, on a produit pour le mois de février 53 000 tonnes. Et en mois de janvier, on a produit 52 000 tonnes aussi. Donc il y a un surplus. Il y a un surplus. Un surplus, il y a le produit, il est là. Donc il n'y a pas de rupture. Donc il y a eu de la spéculation, c'est vrai. Mais donc, pour ne pas anticiper, il y a eu de la spéculation. Mais sinon, le produit est lié. Et donc toutes les mesures sont prises par le ministère du Commerce et voilà, sur le terrain. Très bien. Je passe à vous, Monsieur Zebdi. Moustapha Zebdi, je rappelle que vous êtes représentant ou président de l'Association de l'orientation et de protection des consommateurs. Alors, on vient d'entendre les explications du ministère du Commerce. Il n'y a pas de pénurie, en fin de compte, et le ministère du Commerce, comme d'habitude, agit sur le marché à travers l'offre, donc en augmentant l'offre. Quel est le constat que vous faites, vous, sur le terrain? Tout d'abord, merci pour cette aimable invitation. Je tiens juste à préciser que le mois de Ramadan, comme vous l'avez dit, c'est un mois qui devrait avoir son aspect spirituel. Mais malheureusement, et c'est décevant qu'on est en train de parler de consommation, de pénurie, d'instabilité sur le marché.
Parce que voilà, ça c'est une culture. Comme si le consommateur algérien ne s'approvisionnait pas à longueur d'année. Pour ce qui est de la disponibilité des produits, nous, en tant qu'organisation, c'est vrai qu'on a vécu, qu'on a constaté certaines perturbations. C'était des perturbations, je dirais, consécutives sur plusieurs produits de première nécessité. Mais notre constat et nos investigations de terrain auprès de tous les opérateurs économiques et de tous les intervenants, c'est qu'il n'y avait pas de pénurie, mais il y avait un problème de commercialisation de ces produits-là et de distribution. On a même rendu visite à certains opérateurs, à certains producteurs, pour s'assurer nous-mêmes et pour rassurer le consommateur algérien sur la disponibilité de ces produits. Effectivement, c'était le constat qu'il y a une production, mais malheureusement, la spéculation, la frénésie de certains consommateurs et leur peur de l'instabilité du marché a fait en sorte qu'il y ait ce déséquilibre et qu'il y ait cette perturbation. D'accord. Quelles sont les actions que vous avez menées sur le terrain et qu'est-ce que vous avez recommandé justement en matière de comportement des consommateurs? Oui, vous savez, nous, on essaye de rapporter fidèlement ce qu'on est en train de constater pour au moins établir cette relation de confiance et pour rassurer le consommateur. Il faut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui que le citoyen ou le consommateur algérien ne fait pas confiance aux déclarations des pouvoirs publics, malgré que si c'est le ministère du Commerce ou le ministère de l'Agriculture. Donc, le comportement irrationnel l'emporte toujours? Oui, oui, il y a un comportement irrationnel. Il y a, je dirais, une non-assurance sur ce qui peut se passer. Il y a cette peur de pénurie, il y a cette peur de hausse des prix. Donc, ce qui fait que le comportement du consommateur va dans le sens d'acheter massivement et de stocker. Donc, il y a, je dirais, une non-confiance par rapport à ce qui peut se passer sur le terrain. Nous, en tant qu'organisation, on essaye d'apporter notre témoignage et de conseiller tout d'abord et de rassurer. On se dit, en tant que société civile, on essaye de gagner une certaine crédibilité auprès du consommateur et même, on a vécu certaines pénuries, on l'a déclaré en toute franchise et en toute sincérité qu'il y avait certaines perturbations, qu'il y avait un manque de produits. Mais pour ce qui s'est passé les semaines dernières, nous, on a apporté notre témoignage en disant qu'il n'y a pas de pénurie, il y a les produits. C'est vrai qu'il y a eu une très mauvaise régulation sur le marché. Il y a certaines cellules de veille, surtout pour le secteur agricole, qui devraient, je dirais, cellules de veille qui devraient se réveiller, quoi. Voilà, pour pouvoir détecter et savoir toute défaillance probable à l'avenir, chose qui ne se passe pas. Pour ces produits qu'a cité mon ami du ministère du Commerce, c'est des produits dont on a un stock, mais malheureusement, on n'a pas fait de lecture appropriée sur ce qui se passe sur le terrain et ça a créé cette pénurie, entre guillemets, qui est une fausse pénurie. Peut-être qu'on va laisser M. Daler Sloum répondre à ces interrogations. Alors voilà, on a un représentant de la société civile qui pense en tout cas que le travail de veille ne fonctionne pas. Est-ce que c'est le cas? Peut-être que vous avez d'autres explications concernant le travail de suivi et de régulation du marché. Vous savez que pour le travail de régulation du marché, ça revient de nos prérogatives. Moi, je voudrais commencer juste par la dernière phrase qu'avait dit M. Zebdi, disons qu'il n'y avait pas eu une lecture. Il n'y avait pas eu une lecture sur les approvisionnements. Vous savez que il y a un travail qui se fait, un travail colossal qui se fait au ministère du Commerce par nos cadres en la matière et on anticipe. Notre travail, c'est d'anticiper les choses. D'ailleurs,
si je cite l'exemple d'huile, donc il y a eu juste, moi je vous le confirme, il y a eu juste de la spéculation. Donc il y a des quantités, je peux vous donner, il y a de la matière première pour l'huile qui peut prendre jusqu'à 3 à 4 mois, qui dépasse les 94 000 tonnes. Très bien. Donc on a des chiffres exacts et déterminés au quotidien. Je peux vous rassurer, en matière de régulation, nous détenons au ministère du Commerce une plateforme numérique qui nous donne une idée chaque matin, avant 10 heures du matin, on a l'information sur tous les prix. Une mercuriale quotidienne. Une mercuriale quotidienne qui concerne 51 produits. Et sur tous les approvisionnements, nos agents suivent le départ du produit du producteur jusqu'à la distribution. Donc on a des bulletins. On a des bulletins d'analyse quotidiens chaque matinée. Et c'est des rapports qui sont communiqués au ministre au quotidien. Et c'est un outil qui aide à la prise de décision. Très bien. Voilà. Mais quand même, la question qui se pose, c'est ces commerçants justement qui décident du jour au lendemain de ne pas vendre un produit de première nécessité. Alors, à ce niveau-là, on se pose la question, est-ce que ces commerçants sont libres d'appliquer leurs propres règles sur le marché? Non, du tout. Il y a une loi, il y a une réglementation, il y a un département ministériel qui est les commerces qui agit sur ça. Et on agit vraiment sévèrement sur ce genre de pratique. Moi, je vais vous le dire, je peux vous donner quelques chiffres en matière d'intervention de nos agents. Il y a eu des saisies, il y a eu des vérifications sur le terrain. Il y a eu beaucoup de saisies en la matière. Et les chiffres le démontrent clairement sur ce point-là. Je peux vous donner quelques chiffres. Par exemple, pour l'huile, il y a eu une quantité, par exemple, depuis le mois de janvier jusqu'au 1er avril 2021. Donc on a saisi, pour l'huile de table, une quantité de 80 tonnes. Par exemple, pour la viande rouge et blanche, 64,41 tonnes de marchandises saisies. Donc c'est un travail de terrain qui se fait. Donc, je peux vous... Oui. Très bien, allez-y. Je peux vous donner un autre chiffre aussi. Par exemple, pour la viande... pour la viande blanche aussi, 7,7 tonnes. Donc il y a nos agents qui font un travail très très important sur le terrain. Mais quand même, on se pose cette question sur cette capacité de nuisance des commerçants de gros qui arrivent à créer des perturbations sur le marché. Quelles sont les mesures à prendre justement pour éviter que cela n'arrive une nouvelle fois? Il y a eu aussi une prise de décision d'astreindre tous les commerçants à déclarer et à déstocker tous leurs produits et leurs marchandises conservées dans les entrepôts. Ça, c'est une prise c'est une décision, c'est une mesure qui a été prise 2 mois avant le mois de Ramadan. Donc là où on a communiqué à tous les grossistes et tous les commerçants, que ce soit grossistes ou détaillants, de déstocker. Et là, nos agents font des interventions au niveau des entrepôts afin de vérifier est-ce qu'il y a vraiment des produits, est-ce qu'il y a de la rétention aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a de la rétention de ces produits à des fins spéculatives. D'accord. Monsieur Jebdi, est-ce que toutes ces mesures ont commencé à porter leurs fruits sur le terrain? Laissez-moi juste 2 minutes pour apporter quelques éclaircissements. Quand on parle de travail de veille, ça n'écrit pas seulement le département du ministère du Commerce. Ça, il faut que les choses soient claires. Très bien. Et quand on parle de régulation, malheureusement, je dis malheureusement, ça ne concerne pas seulement le département du ministère du Commerce. C'est le ministère responsable au premier lieu. C'est le ministère responsable du premier lieu. Quand je parle d'anticiper et avoir une lecture sur ce qui va se passer sur le marché, ça c'est vrai que la première lecture et la vision, c'est le ministère du Commerce, mais il n'a pas tout le droit de régulation, ça il faut le dire. Parce que
quand on a parlé de la première crise de la pomme de terre, puis la seconde crise de l'huile de table, et la troisième crise sur la viande blanche, une tension sur la crise sur la viande blanche, nous, en tant qu'organisation, on avait cette lecture. Au mois de janvier, on a dit, et on l'a publié, qu'on aurait un grand souci pour les viandes blanches au mois de mars. Mais le ministère du Commerce, il n'a pas tous les outils de régulation. Pourquoi? Parce que ça dépend d'un autre département ministériel. Le temps de faire le constat, de prendre les mesures, de contacter l'autre département ministériel pour qu'il agisse, ça traîne et ça prend du temps. C'est pour cela, nous, en tant qu'organisation, on a fait des propositions qui sont: tous les organismes de régulation doivent être rattachés au ministère du Commerce. L'ONILED, l'ONAB, etc. L'ONIL. Qui est responsable de la surveillance du marché? C'est le ministère du Commerce. Mais les outils de régulation sont dans un autre département ministériel. Ça, c'est une grosse défaillance, qu'il faut le dire. Et je me demande qu'est-ce qu'on est en train d'attendre. Il faut juste certaines décisions administratives pour rattacher ces organismes de régulation au ministère du Commerce. Je veux juste préciser que ces départements ou ces instruments de régulation dont vous parlez dépendent du ministère de l'Agriculture. Tout à fait. Tout à fait. Pour nous, le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère qui devrait promouvoir l'agriculture, accompagner les agriculteurs. Assurer la production. Assurer la production. Ça, c'est mon constat. Et d'ailleurs, les conséquences sont là. C'est des perturbations qu'on pouvait éviter parce que la surveillance, elle se fait par le commerce et la régulation se fait par l'agriculture. Et ça, je pense qu'il y a une grande défaillance qu'il faut corriger. Pour actuellement, toutes ces mesures, est-ce qu'elles ont apporté ses fruits ou pas? Nous, on est en train d'observer qu'il y a un retour à la normale, malgré que c'est un retour, je dirais, pas trop rapide, mais il y a un retour à la normale, vu que la production, pour ce qui est d'huile de table, elle est très importante. Il y a des brigades 8x3, 7/7. On a même pris attache avec les opérateurs qui nous ont rassurés. Il y a un retour à la normale. Et aussi, même, je pense que le consommateur commence à prendre un petit peu confiance et je pense qu'il y en a même certains qui ont fait un stockage assez important. Donc, ils ne peuvent pas encore stocker davantage. faire des achats supplémentaires. Très bien. Monsieur Zebidi a mis le doigt sur un point important. C'est justement ce travail de coordination entre le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce. Est-ce que ce travail se fait au quotidien avec, vous représentez le ministère du Commerce, donc avec le département de l'Agriculture? Oui. Il y a toujours un travail de concertation avec les différents secteurs, à l'instar du ministère de l'Agriculture. Monsieur Zebidi parle du temps de réaction, la réactivité. Réactivité. Parce que cette partie-là, peut-être, ne dépend pas de vous, et peut-être vous auriez aimé que les instruments de régulation dépendent aussi du ministère du Commerce. Donc, maintenant, le souhait, nous, on n'est pas là pour dire cet organisme, il y a des restos. Il a le droit de réserve. Non, pas non, il y a des. Non, non, il y a des. Je vous dis qu'il y a des personnes qui sont des hautes autorités qui sont habilitées à s'exprimer sur la question. Exactement. Juste que moi. Mais vous auriez souhaité que s'il y a un constat, que ces organismes de régulation soient sous votre autorité pour une réaction rapide. Je pense que ça, c'est évident. C'est-à-dire, est-ce que si les choses se passaient différemment avec le ministère de l'Agriculture ou ces organismes, est-ce que vous auriez été peut-être plus efficace sur le terrain? Voilà la question que je pose. Là, moi, je peux pas apprécier ou juger les organismes de régulation et dire qu'ils sont rapides ou ne pas rapides en matière d'exécution, en matière de réaction. Est-ce que vous recevez l'information à temps? Par exemple, un organisme qui est chargé des viandes blanches, il vous donne l'information quoi il y aura une tension dans les semaines ou les jours à venir? Je vais revenir juste au comité.
Très bien. au comité de facilitation de l'approvisionnement que je vous ai dit. C'est un comité constitué de plusieurs secteurs. Et donc, à l'instar du ministère de l'Agriculture et tous les organismes publics de régulation et de distribution qui font partie du ministère de l'Agriculture. Donc ce travail se fait déjà. Ce travail, il se fait. Maintenant, il peut y avoir toujours par exemple, des contraintes, des lacunes sur le terrain, mais on essaye. Le travail, ce qui est sûr, il y a un travail de concertation avec tous les secteurs, je veux dire, qui sont concernés par le sujet, quoi. Moustapha Zebdi, est-ce que le problème ne serait pas en fin de compte, qui serait à l'origine de ces perturbations régulières sur le marché informel, ou le nombre important d'acteurs dans le marché informel qui peut-être rendent le travail ou la tâche du ministère du Commerce pour réguler le marché complexe? Oui, c'est vrai que les intermédiaires, surtout dans le marché informel, ça c'est un grand souci qui ne date pas d'aujourd'hui. On a un flou sur la traçabilité d'un produit, ça c'est grave, c'est un problème de sécurité. Sécurité nationale, de stabilité. Voilà, donc, mais malheureusement, malgré qu'il y a des textes, malgré qu'il y a une obligation de facture, malgré qu'il y a un texte qui date de 2017 pour les bons de transactions commerciales, parce qu'un agriculteur ne peut pas établir une facture, ce n'est pas un commerçant. Il peut faire des bons de transactions commerciales, un aviculteur par exemple, mais malheureusement il y a une résistance de la part de ces opérateurs-là qui refusent d'établir ou de travailler selon ces textes-là. C'est pour cela qu'on a beaucoup d'intermédiaires, et c'est des intermédiaires qu'on n'arrive pas à détecter tant qu'il n'y a pas une certaine traçabilité, tant qu'il n'y a pas de facture. Qui font gonfler la facture en fin de compte. Bien évidemment, quand il y a plusieurs intermédiaires, et c'est des intermédiaires qu'on ignore leur identité. Vous savez que parfois un produit chez l'agriculteur se vend à temps, à X dinars. Chez le consommateur, il se vend 10 fois le prix de l'agriculteur. Mais ça, c'est inadmissible. Il y a trop d'intervenants, trop d'intermédiaires. Trop d'intervenants, trop d'intermédiaires, marge de bénéfice très élevée. C'est pour cela qu'on a demandé à ce que la marge de bénéfice pour les produits de première nécessité soit plafonnée. Quand on parle de fruits de saison, quand on parle de certains légumes, quand on parle des pâtes, nous, notre proposition en tant qu'organisation, on a demandé depuis des années qu'il y ait un plafonnement de la marge de bénéfice. Pas plafonner le prix du produit, mais la marge de bénéfice. C'est-à-dire, c'est l'agriculteur ou l'opérateur économique qui détermine le prix final. Si le produit de cette année, si la récolte de cette année a coûté cher à l'agriculteur, et bien qu'il la vende à son juste prix, mais avec une marge de bénéfice déterminée pour tous les acteurs qui entrent dans la chaîne de distribution. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parfois, on ignore, même si on trouve, et ça on l'a vécu, même si on trouve parfois des produits impropres à la consommation, irrigués avec des eaux usées telles que des pastèques ou autres, on n'arrive même pas à identifier la chaîne de distribution pour trouver l'agriculteur et pour trouver la source. Là, il y a un sérieux problème. Monsieur Tarsloum, comment le ministère du Commerce agit ou intervient pour réguler un marché dominé par l'informel? On se pose cette question. Justement, j'allais anticiper. Ça ne doit pas être évident. Non. Moi, je voudrais vous apporter un chiffre par rapport au marché informel. Vous savez combien de marchés informels on avait 1480 marchés informels. Et on a réussi à éradiquer 1118 marchés informels. On a remarqué un retour de ces marchés ces derniers temps. Ça se pourrait... Avec la crise économique qu'a connue le pays, le Covid. Je peux vous dire, là, ça c'est les derniers chiffres. Très bien. Donc, je peux vous dire, si je reviens un peu en arrière, on était à moins que 11 118.
Très bien. Donc là, on a réussi à éradiquer ces marchés et on travaille toujours sur De quelle manière? quelle manière on intervient. On intervient toujours par nos agents de contrôle. Nos agents de contrôle et nos services extérieurs et par des brigades mixtes qui interviennent directement auprès des marchés informels. Et ils font un travail de recensement. Parce que, je vais vous dire, parce que vous savez, il y en a des marchés informels où on trouve des commerçants à l'intérieur. Bon, ils n'ont pas le titre de commerçant, mais c'est des vendeurs. Mais grâce au travail de proximité et de sensibilisation de nos agents, on a réussi à les restructurer. Donc il y a aussi un travail d'absorption d'une partie de ces commerçants. Exactement. On ne peut pas, parce que c'est pas facile aussi de dire juste éradiquer et les mettre dans des situations un peu précaires. Très donc le but, ce n'est pas de les éradiquer et laisser ces vendeurs-là à la rue comme ça. On essaye toujours de faire un travail de proximité et les orienter vers d'avoir un statut de commerçant en ayant un registre de commerce. Très bien. Une des raisons, on a fait le constat plusieurs fois, notamment sur ce plateau, une des raisons qui fait que l'informel reste toujours important, représente une bonne partie de la sphère commerciale, c'est le manque d'infrastructures commerciales légalisées, par exemple les grandes surfaces, les centrales d'achat, les marchés de proximité. Qu'est-ce qui est fait dans le sens de promouvoir la construction, la réalisation de ces marchés? C'est une structure légale, en fait. Très bien, c'est une très bonne question. Vous savez, actuellement, on possède 634, je ne sais pas si M. Zebdi a ce chiffre, 634 marchés fermés. Très bien. Donc, quelle est la raison? La raison, donc là, il faut vraiment... là, on travaille en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Il dépend du ministère de l'Intérieur. Exactement. Des communes. Les communes, exactement. Et les collectivités locales. Là, on travaille, il y a un travail de concertation avec le ministère de l'Intérieur. On travaille sur ça. Pour essayer de les réactiver. Essayer de les réactiver et de cibler. Parce qu'il y a des fois, il y a des endroits où on a 2-3 marchés, on n'a pas besoin d'un 4e marché. On peut l'utiliser pour d'autres fins. Par exemple, l'aménager en salle de sport, par exemple. Les activités artisanales. Artisanales, par exemple, ou quelque chose qui se rapproche. Mais sinon, il y a ces 634 marchés qui vont Inch'Allah, incessamment, ils auront un sort meilleur. Et je vous dis aussi qu'on est en train... Pourquoi ils ont été fermés? C'est pour des travaux? Pour quelle raison? Vous savez, pour moi, si vous permettez, oui. Pour moi, la raison, je dirais, majeure, c'est l'emplacement de ces marchés. Si on installe un marché, c'est pour que les gens achètent. Mais si je le mets à la périphérie d'une commune, les gens ne vont pas se déplacer. C'est ça le problème. Est-ce que ces marchés sont mal situés? Oui, beaucoup de marchés sont mal situés. Pas tous, mais il y en a qui sont un peu mal situés. Mais ce que je vous ai dit, parmi nos propositions, c'est de les réaménager pour d'autres fins. Exactement. Parce que si c'était des marchés bien situés, je pense qu'il y aura suffisamment de demandes sur ça. De demandes, voilà. Ça, c'est des marchés qui sont à l'extérieur de la commune. Qui ont été délaissés par les commerçants. Voilà. Et là, je pense que ça, c'est la responsabilité des autorités locales. Moi, je ne comprends pas pourquoi, quand il s'agit d'un siège communal, on le place au milieu de la commune, alors que le simple citoyen a besoin de se diriger vers la commune peut-être qu'une fois par an pour avoir un extrait de naissance. Alors que le marché communal, pour aller s'approvisionner, faire des achats, peut-être qu'au moins il va une fois par semaine. Pourquoi ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire placer ces structures à l'extérieur et les marchés les placer en centre-ville? Il n'y a pas que les marchés de proximité, il y a aussi les grandes surfaces, les centrales d'achat. Je pense qu'il y avait un projet au niveau du ministère du Commerce pour promouvoir justement l'investissement, notamment privé, dans les grandes surfaces, pour justement essayer de lutter plus efficacement contre le secteur informel. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Exactement, il y a un projet sur ce dossier-là, où pour les grandes surfaces, donc d'une moyenne, avoir au moins 2 grandes surfaces par wilaya. 2 grandes surfaces par wilaya, afin de... ça reste toujours un outil de régulation. Ça va permettre de diversifier, d'avoir une diversification de produits et avoir aussi la quantité nécessaire
Donc il va y avoir un certain abandon en matière de Surtout, c'est produits. plus facile à contrôler. Exactement. En matière de facturation, en matière de traçabilité, en matière de... Donc il y a un travail qui se fait en la matière pour avoir ce genre de projet. C'est-à-dire, il est question de promouvoir l'investissement, donner des facilités, des assiettes de terrain. Ça se fait ce travail se fait avec les wilayas, avec Oui, oui, le ministère de avec l'Intérieur. Oui, avec les collectivités locales et le ministère de l'Intérieur. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que ce sera suffisant de grandes surfaces au niveau de chaque wilaya? Donc, Parce que le manque, il est énorme, parce que Oui. si on fait le constat sur le terrain, il y a énormément de marchés informels, il y a énormément de commerce informel, et ce commerce-là répond à un besoin. Ce qui fait que peut-être le problème, c'est le manque d'infrastructures, en fin de compte. Oui, l'infrastructure, elle est toujours importante. C'est toujours, comme je vous ai déjà dit, que c'est un moyen toujours de réguler le marché, mais ça reste toujours, elle est toujours en phase d'étude. Donc, vous voyez, donc moi, si je dis par exemple, deux grandes surfaces, tout dépend de l'agglomération aussi. Par exemple, si on prend la wilaya d'Oran, on va pas prendre, par exemple, on peut prendre jusqu'à 3 à 4, tout dépend de l'agglomération. Très bien. Monsieur Zebdi, concernant les grandes surfaces et de manière plus large les infrastructures dédiées au commerce, vous constatez ce manque sur le terrain, Oui. vous l'avez d'ailleurs bien sûr. dénoncé à plusieurs reprises, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité de la part des acteurs du secteur privé qui ne s'investissent pas assez dans l'investissement dans les grands espaces commerciaux qui sont organisés? Il faut les encourager. Et il faut qu'ils aient des facilités. Malheureusement, ce n'est pas le constat. Si on va juste au niveau d'Alger, qui est la capitale du plus grand pays en Afrique, sur Alger, combien on a de grandes surfaces? Alors quoi dire des wilayas de l'intérieur? Ces gens ont besoin d'être encouragés, ont besoin de passage de terrain, ont besoin de facilité. Vous savez, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est vrai qu'on est en train de parler de manque d'infrastructures, c'est vrai. Et en parallèle, on est en train de parler de 634 marchés non exploités. Il y a une petite contradiction. Parce que ça, c'est des marchés qui ont été placés, bâtis, juste pour donner des chiffres et dire, voilà, on est en train de construire sans prendre en considération la localisation de ces marchés. Nous, actuellement, on est en train de bâtir des cités, des 1000 logements, des 1500 logements, sans même mettre en place un marché de proximité. Si on voit juste la capitale, Alger, avec 54 communes. 1541 pour la... Non, Alger, juste Alger, on parle de la capitale, Alger. Beaucoup de communes n'ont même pas de marché de proximité. On est en train de parler, il faut éradiquer l'informel. Mais où est l'alternative? On éradique l'informel, oui, c'est bien. Mais par quoi va-t-on remplacer cet informel? Par ces infrastructures, il faut du temps. Par quoi? Donc on est en train de vivre une situation qui est délicate, qui est difficile. Il y a une certaine insécurité, mais malheureusement, il faut avoir une feuille de route précise, claire, avec des dates. Là, ce n'est pas encore concrétisé. Très bien. On a parlé des raisons qui ont poussé un peu certains produits de large consommation à devenir rares sur le marché, mais aussi une augmentation des prix qui est constatée. Elle est généralisée, elle touche énormément de produits. Pour ce qui est des raisons, on évoque à chaque fois, bien sûr, la crise économique qui touche tous les pays du monde à cause du Covid, même si elle remonte un peu plus loin en Algérie, parce qu'on a connu un épisode où les revenus pétroliers ont beaucoup baissé, donc ça a causé une dépréciation du dinar. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui entrent en jeu dans cette dégradation un peu du pouvoir d'achat constatée depuis quelques mois? Vous savez, c'est vrai, la crise sanitaire qu'a connue le monde a laissé ses séquelles par rapport au monde entier, pas uniquement pour l'Algérie. Et je peux vous rassurer que les prix les prix boursiers de la matière première ont vraiment augmenté partout dans le monde, pas uniquement. C'est dans le monde entier. Il y a aussi les frais de transport. Le frais de transport maritime qui ont augmenté ces derniers temps. Est-ce qu'il y a un problème de disponibilité parfois aussi sur certains produits sur le marché international? Non, la disponibilité, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes et vous savez, la règle de l'offre et la demande, quand il y a beaucoup de demandes, donc il y aura toujours un certain déséquilibre.
Donc il y a de la demande et il y a les prix qui ont augmenté de la matière première au niveau international. Et cela a laissé ses séquelles sur tous les marchés mondiaux, à l'instar de l'Algérie. Même nos opérateurs économiques, nos importateurs, quand ils importent un produit, vous savez, le coût du fret, ce n'est plus le coût du fret de 2 ans en arrière. Et cela se répercutera sur le coût de revient. Et ça revient aussi sur le consommateur, bien sûr. Et bien évidemment, comme on ne peut pas tout subventionner, et la subvention pose aussi des problèmes parce qu'elle garantit l'accès au plus grand nombre à des produits qui sont accessibles, notamment en matière de prix, mais ça cause aussi d'autres soucis, notamment la consommation irrationnelle, le gaspillage. Oui. Est-ce que le problème ne se situe pas aussi à ce niveau-là, M. Zildi? Oui, bien sûr. Quand il y a une subvention d'un produit, il y a un gaspillage. Quand il y a subvention du produit, ce n'est pas seulement le consommateur algérien qui bénéficie, même nos voisins, même les personnes étrangères vivant en Algérie. Nous, on a toujours demandé à ce qu'il y ait une subvention, je dirais, directe aux familles. Ne pas subventionner le produit, mais donner l'aide aux familles. C'est ça, je pense que ça, c'est une étape qui est inévitable, parce que là, on est en train de perdre des milliards de dollars dans la subvention sans que le consommateur final puisse en bénéficier. Quand on parle de pâtes, on a vu la hausse du coût des pâtes. Quand on parle de beaucoup de produits, quand on parle même actuellement pour l'aliment de bétail, c'est des produits subventionnés, mais qui est en train de bénéficier quand le simple éleveur il déclare qu'il n'a pas accès à ces produits-là. Je pense qu'on devrait changer de politique sur la subvention des produits. Je veux juste rajouter une chose sur la dépréciation du dinar. C'est vrai que tout le monde est en train de parler de dépréciation et justifier la hausse des prix des services par la dépréciation du dinar. Mais est-ce que la hausse du produit définitif sur le marché algérien, est-ce que cette hausse elle est proportionnelle à la dévaluation du dinar? Moi, je dirais non. Il ne faut pas qu'il y ait l'arbre qui cache... une exagération. Oui, il ne faut pas qu'il y ait l'arbre qui cache toute la forêt. Parce que là, quand on voit un intrant dans un produit final composé de 10 intrants, par exemple, un intrant qui connaît une hausse de 5 à 6 à 10%, disons, c'est le produit final qui connaît la hausse de 10%. Et là, on a fait des calculs, on a fait des études. Il y a une disproportionnalité entre la dépréciation du coût du dinar et le produit définitif mis sur le marché. Mais malheureusement, on n'a pas les outils nécessaires pour contrer à ça. On n'a pas on est dans un marché, entre guillemets, libre. C'est-à-dire chacun met le prix qu'il veut, à part les produits subventionnés que les agents de contrôle peuvent contrôler et peuvent verbaliser ceux qui font l'infraction. Mais pour le reste, il n'y a aucune réglementation qui peut mettre fin à cette situation, malheureusement. C'est instaurer plus de concurrence, ça serait la solution. Bien C'est la concurrence qui fait en sorte dans un marché libre. Bien sûr, il faut qu'il y ait une concurrence. Il faut encourager l'investissement. Il faut qu'il y ait une production nationale. Il faut encourager la production nationale. Parce que s'il y a une production nationale, là, je pense que la raison de la dépréciation du dinar, c'est une raison qui va un petit peu se mettre à l'écart. Et voilà, ça c'est un produit national. Quand on voit, par exemple, je cite juste un exemple, quand on voit pour le volaille, vous savez qu'on importe la poule pondeuse, on importe le vaccin, on importe l'aliment, on importe l'infrastructure. Vous savez qu'est-ce qu'il y a comme produit purement, je dirais, algérien, le taux d'intégration? On ne donne que l'eau, on n'a que l'eau. Voilà. Donc, si on veut vraiment être indépendant de toutes ces perturbations, entre autres la dépréciation du dinar, il faut investir, il faut apporter un plus
il faut que le taux d'intégration soit très important. Très bien. Monsieur Selloum, justement, en parlant de la promotion de la production nationale, il y a un travail qui a été fait sur le terrain, qui donne ses premiers résultats sur le terrain en tout cas. On parle de la promotion de la production nationale, mais également de la diminution des importations. Le président de la République a donné un chiffre, moins 10 milliards de dollars dans la facture d'importation cette année. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette facture baisse davantage? Oui, certainement. Moi, je vous dis que nous avons entamé un travail extraordinaire pour créer une cartographie nationale des produits. Pour identifier les besoins, exact. Pour identifier exactement, c'est un outil stratégique pour prendre des décisions en la matière, parce qu'on a beaucoup importé des produits dans le passé et on avait cette suffisance sur le marché local. On avait des producteurs locaux qui produisaient, on avait cette capacité de produire en Algérie, et en même temps on importait ce même produit. Là, ce n'est plus le cas. Là, on a créé une cartographie nationale des produits, et cette cartographie, elle est affichée sur notre site web du ministère du Commerce, et cette cartographie permet d'identifier tous les opérateurs, tous les producteurs nationaux, que ce soit dans le domaine agricole ou artisanal. Donc, on peut, à partir de cette carte, identifier qu'est-ce qu'on a comme produit, le nombre de producteurs, et même par localisation. Donc, le produit, par exemple, si on prend le nord, par exemple le sud de l'Algérie, qu'est-ce qu'on a comme produit potentiel à exporter? Qu'est-ce qu'on a comme produit qui est à faible production et qui nécessite de l'importer? Vous voyez, donc c'est un outil qui nous permet vraiment de travailler, et il va être aussi mis à la disposition de nos représentations diplomatiques à l'étranger pour permettre aussi, pour donner plus d'espace aux investisseurs étrangers en Algérie. Très bien. Quand on parle de promotion de la production nationale, il y a aussi un autre point qu'il faut aborder, c'est la subvention. Parfois, un produit subventionné, on ne peut pas investir forcément dans ce secteur parce que justement il est subventionné, donc la rentabilité pose problème. Est-ce que, je sais qu'il y a au niveau du gouvernement, en tout cas, la réflexion est lancée pour voir le modèle de subvention. Au niveau du ministère du Commerce, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Écoutez, pour le modèle de subvention, vous savez, actuellement, il y a des produits qui sont subventionnés par l'État. Donc, il y a un travail, c'est vrai, un travail de recensement. Un travail de recensement des personnes et des catégories qui en ont vraiment besoin pour cibler cette aide. Et donc, c'est la première étape. Voilà, il faut tout d'abord recenser. Et donc, ce n'est pas un travail vraiment facile de le faire, de recenser certaines catégories éminentes qui ont vraiment besoin de cette aide. Donc, l'idéal, c'est d'orienter l'aide aux personnes vraiment qui ont besoin de cette aide. Est-ce qu'on s'achemine vers ça? Oui, on s'achemine vers ça, mais c'est un travail qui se fait. Ça va prendre du temps. Ça prend le temps que ça prend, mais l'important, c'est que ça part aux personnes concernées. Il faut que ça soit ciblé et mérité aussi. Parce que c'est beau de faire la chose rapidement et il n'y aura pas de bons résultats. Mais ce qui est bien, c'est que dans le futur, quand on va cibler les subventions, ça va créer plus d'équilibre et plus d'équité aussi. Ça se fait avec les communes, ce travail de recensement? Ça se fait avec quels organismes? Avec tous les secteurs, le ministère de la Solidarité, les collectivités locales, tous les secteurs sont concernés à mettre leur patte sur ce dossier-là. Ouais. Bon, ce n'est pas une démarche facile, vous savez. Oui. Et d'ailleurs, actuellement, quand on parle de personnes nécessiteuses, vous savez, même chez certains départements ministériels, on a des chiffres un petit peu contradictoires. Chacun a un chiffre et chacun a un nombre de familles. Vous savez, réorienter la subvention directe pour les familles, ça c'est une démarche. On n'est pas les seuls à l'adopter ou nous pensons à l'adopter. Il y a des pays qui nous ont ou qui ont déjà cette expérience. Donc on peut étudier les différents modèles qu'il y a
et choisir le plus adéquat pour notre société. Donc ça, c'est quelque chose de faisable. Vous savez, le pire, si on a 17 milliards de dollars de subventions, le pire, c'est-à-dire on veut pas se casser la tête, c'est de diviser 17 milliards sur 42 millions et que chacun a sa subvention dans sa poche et qu'il achète ce qu'il veut. Au moins, on est sûr que cette subvention ira directement aux Algériens. Vous avez posé une question, je voudrais juste rebondir, si vous permettez, sur la baisse de la facture des importations. De la facture des importations. C'est vrai que c'est important. Et on peut encore la faire baisser. Vous savez, c'est vrai, c'est bien d'avoir une cartographie, etc., connaître ce qu'on est en train de produire. Et après, est-ce qu'on est en train d'interdire des produits, je dirais, pas de première nécessité. Là, on est en train de voir sur le marché algérien de l'eau minérale étrangère d'Europe. Il faut penser qu'on peut aller encore plus loin en termes de restrictions à l'importation. Bien sûr. On est en train de voir du yaourt. Il y a des... Il y a un spectateur qui peut me dire... Non, c'est pas de l'informel. On ne peut pas ramener de yaourt dans l'informel. Ça, c'est des conteneurs. Ça, c'est des conteneurs réfrigérés. Donc... Peut-être, bon, il y a seulement des gens qui vont me dire, ben, il va acheter ça de son argent. Oui, de son argent, mais la facture, elle est payée en devise. C'est ça, on doit réserver nos ressources en devise. On a des médicaments à acheter, on a des pièces à acheter. Donc il faut cibler l'achat de l'étranger et non avoir des produits, je dirais, de luxe. Parce que là, quand on parle d'eau minérale, qu'est-ce qui différencie notre eau minérale de l'eau minérale européenne ou de... Très bien. Voilà. Une dernière question, M. Zebdi. Est-ce que vous, en tant que représentant des consommateurs, vous pensez que le consommateur algérien peut éventuellement, pendant une certaine période, payer plus cher un produit algérien le temps que la production, justement, la concurrence se fasse sur le terrain? Payer plus cher, vous savez, dans la conjoncture actuelle, je ne pense pas, en toute sincérité. Là, il faut un grand travail de sensibilisation pour qu'ils puissent accepter ça. C'est vrai que nous, on a fait des études, on a fait plusieurs constats. C'est vrai que quand il y a un produit avec une légère augmentation sur le prix et de même qualité, là, le consommateur algérien peut le supporter. Mais quand il y a une marge importante, je pense que voilà. Si je vous pose la question, vous-même, vous allez me répondre que je ne peux pas. Très bien, voilà, ce sera le mot de la fin. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Je remercie également nos invités, M. Mostafa Zebdi, représentant ou président de l'Association des consommateurs, et puis du ministère du Commerce. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Ce sera le dernier et on se retrouve juste après le Ramadan.